Bonjour tout le monde, je me présente, Dr Lossef, maître assistante en chirurgie urologique à l'hôpital Issa Hassani au CHU de Bni Messous. Nous allons avoir aujourd'hui un des motifs de consultation très fréquents, notamment aux urgences urologiques, mais aussi en médecine générale, ce qu'on appelle les infections de l'appareil urinaire chez l'adulte. Comme vous le savez, les infections de l'appareil urinaire représentent une large partie des activités médico-chirurgicales. Il faut bien connaître que l'infection dite urinaire est une infection de l'appareil urinaire et non une infection de l'urine. Donc, le terme d'infection urinaire regroupe un ensemble de pathologies dont le dénominateur commun est l'infection du tractus urinaire ou de ses annexes, pour laquelle la culture des urines est positive. Une infection urinaire se définit par l'association d'une symptomatologie clinique représentée essentiellement par les symptômes du bas appareil urinaire et une bactériurie significative. Ce qui fait la différence avec une colonisation bactérienne qui se définit par la présence uniquement des bactéries dans les urines sans manifestation clinique. Ce n'est donc pas une infection urinaire. Nos objectifs de cours, c'est premièrement, de savoir interpréter les résultats des bandelettes urinaires et des examens cytobactériologiques des urines. Deuxièmement, de connaître ou de diagnostiquer et traiter une cystite aiguë. Troisièmement, de connaître la conduite à tenir devant une cystite récidivante. Un point très important, c'est de savoir diagnostiquer et traiter quelle que soit une pyélonéphrite aiguë ou une prostatite aiguë, mais surtout d'identifier les situations nécessitant une hospitalisation. En dernier, c'est de savoir expliquer la place de l'antibiothérapie chez un patient porteur d'une sonde urinaire. Attention, ces dernières années, la terminologie des infections urinaires a changé. Et on ne parle plus d'infection urinaire haute, une infection urinaire basse. Actuellement, il y a une nouvelle classification, basée essentiellement sur la présence ou l'absence des facteurs de risque de complications. Donc, on parle d'infection urinaire simple, c'est-à-dire absence de facteurs de risque de complications. Par contre, une infection urinaire compliquée se définit par la présence d'un ou plusieurs facteurs de risque de complications. Je sais que tout le monde pose la question, quels sont ces facteurs de risque de complications? Les facteurs de risque de complications sont divisés en trois, représentés soit par une pathologie organique ou fonctionnelle de l'appareil urinaire, telles que les tumeurs de l'appareil urinaire, les lithiases de l'appareil urinaire, la présence par exemple d'un résidu vésical secondaire à une anomalie obstructive organique comme la prostate, soit hypertrophie bénigne ou maligne de la prostate, une maladie du côle, rétrécissement de l'urètre ou sténose de l'urètre, soit fonctionnelle, représentée essentiellement par les vessies neurologiques de type périphérique. Soit secondaire aussi, un acte récent, tel que les gestes endo-urologiques. Le deuxième facteur de risque, représenté par une situation pathologique particulière, l'immunodépression, comme immunodépression maladie en génération les cancers, les tumeurs malignes, ou la prise des médicaments, tels que la chimiothérapie ou la corticothérapie au long cours. L'insuffisance rénale représente aussi une situation pathologique particulière. Par contre, le diabète, même insulineux récurrent, n'est plus considéré comme un facteur de risque de complications. Le troisième facteur de risque, représenté par un terrain physiologique particulier, tel que la grossesse, le sujet âgé. Le sujet âgé n'est pas seulement défini par son âge, mais aussi par son état général. Pour cette raison, M. Freud a classé le sujet âgé, notamment par l'âge, mais aussi par certains critères. C'est-à-dire, sujet âgé, plus de 75 ans ou plus de 65 ans, mais avec présence au moins de 3 ou plus de critères de fragilité. Ces critères sont représentés par perte de poids involontaire au cours de la dernière année, une vitesse de marche lente, faiblesse endurance, soit faiblesse fatigue, activité physique réduite. Dans le troisième facteur qui est représenté par le terrain physiologique particulier, l'homme. Il faut savoir que toute infection urinaire fibrée chez l'homme, c'est une prostatite jusqu'à preuve de contraire. Troisième type d'infection, c'est l'infection urinaire grave, représentée essentiellement par les pyélonéphrites aiguës et les infections urinaires masculines.
l'infection urinaire masculine remplace la classique prostatite. Donc, grave par quoi? Grave parce que c'est une infection urinaire compliquée par la présence des facteurs de risque, mais en général associée à soit un sepsis grave, soit un choc septique, soit c'est une infection qui nécessite un drainage, quel que soit chirurgical ou interventionnel. Interventionnel par le biais du scanner, ce qu'on appelle un drainage scano-guidé, ou par le biais de l'échographie, ce qu'on appelle un drainage écho-guidé. Pourquoi le drainage? Car il y a un risque d'aggravation du sepsis en péri-opératoire. Sur le plan épidémiologique, les infections urinaires communautaires représentent le second site d'infection bactérienne après l'arbre respiratoire. Et elles touchent beaucoup plus la femme que l'homme. La femme se voit dans deux pics, le premier au début de l'activité sexuelle, en général expliqué par la brièveté de l'urètre et d'autres facteurs, et le deuxième pic c'est la ménopause, principalement expliqué par la carence hormonale. Par contre, l'infection urinaire chez l'homme se voit au-delà de l'âge de 50 ans et en général liée à l'hypertrophie de la prostate. Sur le plan bactériologique, dans 60 à 80% des cas, l'Escherichia coli occupe le premier rang par rapport aux autres germes identifiés et se voit dans toutes les formes cliniques confondues. Un petit rappel, l'arbre urinaire est physiologiquement stérile, sauf l'urètre distal ou la flore en général colonisée par des germes multiples, digestifs, cutanés et génitaux. N'aie pas peur, l'hôte étant doté de nombreux facteurs capables d'éviter le développement d'une infection ascendante, tels que la longueur de l'urètre, la fréquence d'émection, l'intégrité de la muqueuse vésicale, le flux permanent de l'urine urétérale et aussi les caractéristiques biochimiques propres des urines. Dans 95%, l'infection communautaire est de mécanisme ascendant. Secondaire à quoi? À une invasion de la vessie par la flore urétérale, puis éventuellement le rein. Voire aussi la prostate chez l'homme. Dans 5% des cas, c'est une infection hématogène, se voit lors d'une septicémie ou choc septique. Avant d'entamer notre démarche diagnostique et thérapeutique de l'infection urinaire, il faut savoir un point très important, que le diagnostic d'une infection urinaire est essentiellement clinique. Le diagnostic d'une infection urinaire est essentiellement clinique. En général, le patient consulte pour des symptômes de bas appareil urinaire tels que la pollakiurie, la nicturie, la dysurie, les brûlures mixonnelles, voire aussi des urines troubles ou hématiques. La présence de la fièvre ou des frissons sont des signes évocateurs d'une bactériémie qui témoigne d'une atteinte parenchymateuse, le rein ou la prostate, ce qu'on appelle le syndrome infectieux. Donc, il faut demander une bandelette urinaire. Pourquoi une bandelette urinaire? À la recherche d'une leucocyte ou nitrite, sachant qu'il existe des germes dépourvus de nitrate réductase, tels que les cocci-gram positifs staphylocoques ou les BGN aérobie pseudomonas. Mais aussi, certains régimes pauvres en légumes ou riches en vitamine C perturbent aussi les résultats de bandelettes. Il faut respecter la méthodologie rigoureuse de la réalisation d'une bandelette urinaire, c'est-à-dire, il faut vérifier que les bandelettes non périmées. Il faut tester sur des urines fraîches. Il faut respecter le temps de la lecture avant l'interprétation. Notre examen de certitude qui permet d'identifier le germe, ce qu'on appelle l'étude cytobactériologique urinaire, le SUBU. Il faut respecter d'abord les conditions de prélèvement. Premièrement, des urines matinales, du matin, Deuxièmement, dans un flacon stérile, après une toilette par un antiseptique. Et acheminement de le prélèvement directement au laboratoire, soit la conservation à une température de 4 degrés, mais il ne faut pas dépasser 12 heures. Donc,
L'examen cytobactériologique permet d'identifier des cellules telles que les leucocytes avec un seuil positif si elle est supérieure à 10 puissance 4 éléments par millilitre ou supérieur à 10 éléments par millimètre cube. Par contre, le seuil de la bactériurie dépend de l'espèce de la bactérie ainsi que du sexe du patient. Juste, je voudrais attirer votre attention, il faut faire attention devant une leucocyturie sans bactériurie. Une leucocyturie sans bactériurie peut éliminer une infection, comme peut évoquer une infection, mais malheureusement à des germes qui ne sont pas facilement identifiés à l'UCBE, tels que les germes responsables d'une urétérite ou vaginite, voire aussi la tuberculose urogénitale. Soit c'est une infection décapitée par une antibiothérapie, soit c'est un syndrome douloureux vésical, ce qu'on appelle les cystites interstitielles, où il faut vérifier toujours si le patient subit une intervention chirurgicale, où il y a un endoprothèse, soit la présence des calculs urinaires. Vous êtes de consultation, vous recevez une patiente jeune, non ménopausée, non enceinte, qui se plaint des douleurs lombaires unilatérales avec des pics de température et des symptômes de bas appareil urinaire. Donc, à l'interrogatoire, il faut confirmer d'abord les pics de température, c'est-à-dire par la prise de température au-delà de 38 degrés Celsius, avec la présence ou non des frissons. Il faut vérifier ces symptômes de bas appareil urinaire, la dysurie, la pollakiurie, la nocturie, l'impériosité et les brûlures mictionnelles. Il faut demander systématiquement une bandelette urinaire à la recherche des leucocytes, des nitrates et du sang, c'est-à-dire hématurie. À l'examen clinique, il faut examiner le point douloureux, c'est-à-dire si la douleur est au niveau de la fosse lombaire ou de l'angle costo-lombaire, unilatérale, spontanée ou provoquée par la percussion. N'oublie pas, parfois on trouve la patiente consulte pour des symptômes digestifs, tels qu'un ballonnement abdominal, des vomissements, des diarrhées, arrêt des matières et des gaz. C'est ce qu'on appelle les signes irritatifs du péritoine postérieur, ce qu'on appelle l'ileus réflexe. Devant cette symptomatologie évoque une infection urinaire type pyélonéphrite, on demande systématiquement une bandelette urine et on demande systématiquement un examen cytobactériologique urinaire. Premièrement, pour confirmer l'infection par la présence de leucocytes supérieurs à 10 puissance 4 unités par ml et la présence d'une bactériurie supérieure à 10 puissance 3 unités par ml pour l'Escherichia coli et 10 puissance 4 unités par ml pour les autres entérobactéries. En général, le recours à l'uroscan avec injection de produits de contraste dans des cas un peu particuliers. C'est-à-dire, c'est des infections urinaires récidivantes, des pyélonéphrite aiguës récidivantes, à la recherche d'un obstacle organique ou fonctionnel. Deuxièmement, devant un diagnostic douteux, c'est-à-dire un tableau clinique plus ou moins typique, et chez les patients qui déjà apportent la notion d'une anomalie de l'appareil urinaire, soit la présence d'un endoprothèse. Donc, les clichés au temps néphrographique sont en général supérieurs aux clichés précoces du temps artériel pour le diagnostic d'une pyélonéphrite. Les critères radiologiques en faveur d'une pyélonéphrite aiguë sont la présence des lésions unies ou bilatérales, la présence des lésions focales ou diffuses, l'œdème local ou absence d'œdème et l'hypertrophie rénale ou une absence d'une hypertrophie. En général, sont des signes à rechercher devant un tableau clinique d'une infection urinaire fébrile chez la femme. Antibiothérapie. Il doit être adapté à 48 heures en fonction des données de l'antibiogramme. Concernant les pyélonéphrite aiguës compliquées, en général peuvent apparaître d'emblée ou au cours de l'évolution d'une PNA. Donc, ces complications sont l'abcès rénal, l'abcès périnéphrétique, la pyélonéphrose, les pyélonéphrite, quelles que soient emphysémateuses ou xanthogranulomateuses, les pseudotumorales, la malacoplasie rénale et les pyélonéphrite chroniques. Ces pyélonéphrite aiguës compliquées nécessitent une prise en charge dans une structure hospitalière universitaire, dans une structure où il y a le médecin urologue, le chirurgien urologue et le réanimateur pour éventuel traitement médical à base d'antibiothérapie et une réanimation musicale avec
avec un traitement chirurgical spécifique. En général, les femmes non ménopausées, non enceintes en période d'activité sexuelle consultent plus pour des cystites aiguës. En général, la patiente, elle se plaint des brûlures mictionnelles, des brûlures ressenties à l'extrémité de l'urètre au moment de la miction, voire même après la miction, avec un besoin impérieux d'uriner. Un interrogatoire, on trouve même la notion d'une pollakiurie, d'une nicturie, d'une difficulté à vider la vessie, ce qu'on appelle la dysurie. Devant ce tableau, on demande systématiquement une bandelette urinaire à la recherche d'une leucocyturie nitrite pour confirmer une infection urinaire, voire même on peut trouver d'autres paramètres immaturés purés. Vu la guérison spontanée dans 50 à 70% des cas sans traitement, donc le recours à l'USBU n'est pas obligatoire. Une cystite aiguë, on peut prescrire chez la patiente. En général, la molécule la plus utilisée, c'est la phosphomycine trométamol, ce qu'on appelle la monurile, en dose unique, sachet de 3 grammes. On ne demande pas un USBU après la prise de médicaments. S'il y a une allergie à ce médicament, on prescrit ce qu'on appelle le Bactrim à raison de 3 à 7 jours, soit les fluoroquinolones tels que le ciprofloxacin 700 mg ou l'ofloxacine 400 mg en dose unique. Par contre, les cystites aiguës récidivantes chez la femme sont définies par la présence de plus de 4 épisodes par an. Malheureusement, sont très fréquentes, dont la prévalence se voit dans 10 à 20% des cas des cystites. Concernant les facteurs de risque, principalement sont deux facteurs. Le premier, c'est comportemental, c'est lié aux mesures d'hygiène, voire même le régime alimentaire. Et le deuxième reste toujours des hypothèses, c'est génétique par l'adhésion des protéines de l'Escherichia coli à la muqueuse vésicale. Avant de traiter la patiente, il faut éliminer une cause organique et le traitement malheureusement reste à base d'antibioprophylaxie prolongée, voire même une phytothérapie, avec un taux de succès dans 95% des cas. Le troisième cas de figure des cystites aiguës chez la femme, ce qu'on appelle les cystites aiguës chez la femme âgée. C'est vrai que l'infection urinaire chez la femme âgée, elle est très fréquente. Malheureusement, c'est par défaut de mécanismes de protection, sont principalement représentés par la flore lactobacille, le pH acide et l'imprégnation hormonale par l'œstrogène. En général, le traitement est le même que chez la femme jeune, mais de plus, on donne la substitution hormonale, c'est-à-dire locale ou générale par la colpotrophine colpocystine, après avoir éliminé une pathologie tumorale ou une pathologie organique de l'appareil urinaire et de l'appareil gynécologique. Maintenant, on va voir ensemble les infections urinaires compliquées chez l'homme. Pourquoi compliquées? Sont en général des infections du tractus urogénital, c'est-à-dire dans le mécanisme, c'est principalement urinaire, c'est-à-dire infection par voie rétrograde, voire d'autres mécanismes sexuels lors des infections sexuellement transmissibles et exceptionnellement par voie hématogène. Sont des infections urogénitales, c'est-à-dire les sites les plus fréquemment touchés, sont la prostate, ce qu'on appelle la prostatite, les organes génitaux externes, l'orchie épididymite et l'urètre, l'urétrite, voire même le gland, ce qu'on appelle les balanites. Nous commençons par les urétrites aiguës. Par définition, c'est une inflammation de l'urètre et des glandes périurétrales. En général, sont d'origine infectieuse et sexuellement transmises. Les germes le plus souvent en cause, c'est Neisseria gonorrhea, ce qu'on appelle gonocoque, et Chlamydia trachomatis. Sont des germes à développement intracellulaire. L'association des deux germes se voit dans 10 à 50% des cas et malheureusement peuvent se compliquer d'une épididymite ou prostatite chez l'homme, voire même une endométrite ou salpingite chez la femme.
Le diagnostic de l'urithérite est essentiellement clinique. En général, c'est un patient jeune qui consulte pour un écoulement urétral purulent ou séreux, voire même hémorragique, spontané en dehors des mections, plutôt matinal, associé à des pruries canalaires et des brûlures mectionnelles, voire même des symptômes de bas appareil urinaire, le tout évoluant dans un contexte apéritique. Il faut faire un toucher rectal pour identifier l'association d'une prostatite ou non. Et n'oublie pas d'examiner les organes génitaux externes à la recherche d'une orchipédidymite. Attention, à l'interrogatoire, il faut rechercher les facteurs de risque, notamment les rapports non protégés, dans un délai allant de 3 jours jusqu'aux 6 semaines. Pourquoi? Car le délai d'incubation, par exemple, de Chlamydia trachomatis, allant de 3 à 10 jours. Par contre, Neisseria, allant de 2 à 5 jours, voire même jusqu'aux 6 semaines. Avant d'entamer l'antibiothérapie, il faut faire systématiquement un prélèvement de l'écoulement urétral avec une étude cytobactériologique urinaire sur le premier jet urinaire, afin d'identifier le germe responsable. Donc, le traitement basé sur l'antibiothérapie en monodose, en général, on donne la ceftriaxone injectable 500 mg en IV ou en IM, soit à l'azithromycine 1 g en une seule prise par voie orale, associant à la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 7 jours. S'il y a une contre-indication au bêta-lactamine, on peut remplacer la ceftriaxone par la spectinomycine 2 g en une seule injection en IM. Soit on remplace par Cefixime 500 mg par voie orale en une seule prise. Sans oublier les mesures d'hygiène. Il faut conseiller le malade d'éviter les rapports sexuels durant la période du traitement, voire utiliser des préservatifs jusqu'à la guérison. N'oublie pas de faire un dépistage et traitement de la partenaire et surtout, après avoir l'accord du patient, demander un bilan de VIH, VHP et syphilis. Le deuxième cas de figure d'une infection urinaire masculine, c'est l'orchipédidymite aiguë. Par définition, c'est une inflammation du testicule, orchide, et de l'épididyme, épididymite, le plus souvent d'origine infectieuse. C'est-à-dire, soit la dissémination, elle est rétrograde, différentielle, transmission par voie sexuelle, c'est-à-dire on trouve les germes Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, typiquement on se voit beaucoup plus chez l'homme jeune. Soit rarement, sur une localisation par voie hématogène, secondaire à un virus ornéen, ou Brucella, ou Mycobacterium tuberculosis. Le diagnostic est essentiellement clinique. C'est un patient jeune qui consulte pour douleurs scrotales intenses irradiant le long du cordon, d'installation brutale ou progressivement rapide. À l'examen clinique, on trouve une grosse bourse aiguë douloureuse, c'est-à-dire les signes de l'inflammation, la peau scrotale odémateuse, tendue, luisante, chaude, avec un épididyme augmenté de volume. Parfois, l'examen est difficile par la présence d'une hydrocèle réactionnelle. Le soulèvement du testicule soulage la douleur, ce qu'on appelle le signe de Prehn positif, qui est trop négatif au cours d'une torsion de testicule, du cordon spermatique. Le recours aux examens paracliniques, tels que le bilan biologique inflammatoire, CRP-VS-FNS, et l'écho Doppler testiculaire, dans des cas particuliers, soit un examen clinique et non contributif, donc on n'arrive pas à trancher ces orchipédidymite ou d'autres étiologies, notamment la torsion du cordon spermatique, ou les complications de l'orchipédidymite. Par contre, on demande systématiquement un UCBU du premier et du second jet urinaire et on demande systématiquement PCR à la recherche du Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhea devant la notion d'une infection sexuellement transmissible. Le traitement est basé sur une antibiothérapie. Le choix de l'antibiotique est guidé par le contexte clinique. En général, on donne le ceftriaxone en une seule injection, suivi par la doxycycline 200 mg par jour pendant 10 jours, ou l'azithromycine 1 g en monodose. Soit on donne l'ofloxacine 200 mg x 2 par jour pendant 10 jours. L'hospitalisation est envisagée dans deux cas de figure. Soit c'est un patient âgé avec des signes généraux sévères nécessitant une antibiothérapie par voie IV, soit l'orchipédidymite est compliquée par un abcès ou une nécrose de la zone scrotale nécessitant un drainage et une exérèse de cette zone. Rarement recours à
l'orchidectomie chirurgicale. Toujours, il faut conseiller le malade de respecter les mesures d'hygiène, avec un suspensoire ou slip serré pour un effet antalgique rapide, un repos au lit au moins les premiers jours, un anti-inflammatoire non stéroïdien en dehors des contre-indications, notamment les cellulites, et l'abstinence sexuelle, voire l'utilisation des préservatifs jusqu'à la fin du traitement. Le troisième cas de figure de l'infection urinaire masculine est la prostatite. La fameuse expression « toute infection urinaire fébrile chez l'homme situe une prostatite jusqu'à preuve de contraire ». En général, le patient consulte pour des douleurs et troubles mictionnels avec fièvre ou toucher rectal, cri de Douglas. Il faut demander systématiquement un prélèvement d'urine avec spermoculture à la recherche des germes à développement intracellulaire et des germes aspécifiques. L'échographie reste toujours limitée. Le traitement est basé essentiellement sur les mesures d'hygiène et l'antibiothérapie. On donne en général les fluoroquinolones tels que le ciprofloxacine pendant 10 jours. Non recours à l'hospitalisation sauf s'il y a une complication d'une prostatite, un abcès qui nécessite un drainage ou le patient nécessite une résection pour améliorer les symptômes de bas appareil urinaire et éviter la récidive de la prostatite. À la fin, il faut conseiller nos malades de respecter les mesures d'hygiène. C'est-à-dire, il faut recommander de boire au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Il faut uriner plusieurs fois par jour, vider complètement la vessie à chaque miction, observer une hygiène corporelle stricte, essuyer toujours de l'avant vers l'arrière, uriner immédiatement après chaque relation sexuelle, éviter de garder trop longtemps en place les serviettes hygiéniques et lutter contre la constipation. Je recommande quelques références que vous pouvez vous consulter pour enrichir votre cours. Donc, en général, c'est les recommandations de l'Association française d'urologie et les recommandations de SPILF 2014. Et je vous remercie pour votre attention.